C'est une conséquence directe de la rupture entre l'Union sacrée de la Nation et Ensemble pour la République. Les ministres du Plan, des Transports et le vice-ministre de la Santé quittent le gouvernement Samalou Kondé. Les départs de Christian Mwando, Chérubin Okende et Véronique Kilumba ont été annoncés au reste des membres du gouvernement ce mercredi par le président de la République en personne. Vous le verrez dans cette édition du journal. Et puis la République démocratique du Congo veut augmenter le budget et la capacité logistique de ses forces de défense et de sécurité. C'est parmi les objectifs contenus dans la politique de défense nationale dont le document a été présenté mardi soir par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Et enfin, la production du diamant de la République démocratique du Congo est en hausse cette année. Au total, ce sont plus de 16 millions de carats de diamants qui ont été produits au cours des 11 derniers mois de l'année 2022. Une production largement soutenue par le secteur artisanal. Vous le verrez dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Je suis très heureux de vous retrouver pour justement vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Augmenter le budget et la capacité logistique des forces armées de la République démocratique du Congo, garantir une bonne diplomatie des défenses assis sur la formation technique et informatique, gonfler les effectifs des troupes font partie des objectifs de la politique de défense de la RD Congo, présenté dans un document le mardi soir lors d'un point de presse conjoint animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et celui de la Défense, Gilbert Kabanda, Tony Antoine Dibentila et Joe Manana pour les détails. Au cours de cette cérémonie de présentation des politiques de défense contenues dans un document, le ministre de la Défense nationale a souligné le fait que plusieurs réflexions ont été menées autour notamment du développement en République démocratique du Congo, de l'industrie de l'armement, de la sécurisation des richesses nationales, de la prise en charge de plus jeunes ayant la vocation de s'engager dans l'armée à travers la création d'une école des cadets, de l'introduction d'un service militaire obligatoire pour la jeunesse sous certaines conditions légales, mais aussi celle d'un service militaire contractuel pour attirer des cadres scientifiques. Le Congo est le pays qui vend, en tout cas parmi les pays qui vendent le plus de matières premières au monde à toutes les nations, à commencer par les nations les plus fortes. Des matières premières à la base de toutes les armes, y compris les armes de destruction massive. Mais le Congo, malgré son gigantisme, depuis 1960 n'a pas produit une cartouche. Même pour une cartouche, nous avons l'embargo, qui, Dieu merci, grâce notamment à la France, vient de nous être levé. Je remercie au passage l'ambassadeur de France, pays qui a obtenu qu'on puisse lever cet embargo qui ne disait pas son nom. Mais je m'adresse aux officiers congolais et aux politiciens congolais qui sont ici. Est-il normal qu'en 60 ans, nous n'ayons pas développé une capacité pour fabriquer une cartouche? Quand je parle de la cartouche, je parle de tout le reste, de la logistique de guerre. Est-il normal? Je dis non. Donc nous devrons, dans cette politique de défense, développer une capacité d'autonomie logistique qui pourra être progressivement développée et pourquoi pas nous rendre une bonne autonomie. Augmenter les budgets et la capacité logistique, garantir une diplomatie de défense, gonfler les effectifs des troupes en nombre, font notamment partie des données développées dans ces documents contenant la nouvelle politique de défense de la République démocratique du Congo. Lors de la présentation justement de ce document de politique de défense nationale, le ministre Patrick Mouyaya est revenu sur l'effectivité de la loi de la programmation militaire qui a désormais résolu l'épineuse question des moyens financiers à allouer au FARDC, étant donné que le gouvernement de la République a ainsi pris la décision de doter l'armée nationale des moyens conséquents pour assurer la sécurité nationale. On l'écoute. Parce que depuis 2010 ou 2011, on a commencé la discussion sur la loi de programmation. Il fallait attendre l'arrivée du président Tshisekedi 11 ans plus tard pour que cette loi puisse devenir effective.
Ça veut dire que l'épineuse question de moyens qui se pose toujours ne se posera plus pour l'année qui vient parce que la République s'est engagée de manière ferme à doter les ministères de la Défense de moyens qu'il faut pour assurer la défense du territoire national. Mais vous avez vu aussi récemment que le président de la République s'est engagé devant les jeunes recrues à Kitona. Ceci vient quelques mois après la désignation d'un nouveau commandement militaire qui est tant réclamé par nos partenaires. On n'a jamais été donc sur un schéma si positif pour la relance de nos forces armées, parce qu'aujourd'hui, il est évident, au regard de la situation sécuritaire à l'Est qui perdure, que faire de la montée en puissance de nos forces armées est une urgence absolue à laquelle nous travaillons. Et pour clore justement ce chapitre portant présentation de la politique de défense nationale, le ministre Gilbert Kabanda a signifié notamment que la cybercriminalité, la criminalité frontalière et la diplomatie de défense font partie justement des éléments développés dans ce document. Les menaces, il n'y en a pas que dans l'espace physique. Il y en a aussi, nous le connaissons aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, du numérique. La cybercriminalité, la cyberguerre doit être une composante, une préoccupation pour notre système de défense. Nous devons développer des capacités contre cette autre forme de criminalité. La criminalité transfrontalière. Il est vrai que tout ce qui est frontière est géré par la DGM, par la douane. Nous savons qu'à l'est du pays, la guerre est alimentée aussi à travers la douane, aussi à travers les filets, les maillots lâches de notre DGM. Nous devons donc avoir un système de défense militaire et civil suffisamment intégré avec des passerelles suffisamment fonctionnelles pour que ces maillons-là ne soient plus ceux qui sont aujourd'hui. Notre diplomatie de défense est pratiquement au point mort. Le Congo ne participe à aucune activité internationale dans le domaine, par exemple, de l'ONU. Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. On n'y a pas pensé. Il est temps d'y penser. Donc, la contribution du Congo, notamment au maintien de la paix, mais aussi dans le cadre de la diplomatie de défense, nos pays amis, les États-Unis, la France, la Chine, d'autres, l'Afrique du Sud, nos relations militaires avec ces pays-là souffrent de absence de gestion. Je ne dirais pas insuffisante d'absence de gestion. Nous devons redynamiser, reprendre cette gestion de manière à ce que la diplomatie de défense congolaise puisse être effective. Venons-en maintenant à cette information. Je le disais dans le sommaire de ce journal, le ministre des Transports Chérubin Okende, son collègue du plan Christian Mwandonsimba et le vice-ministre en charge de la Santé Véronique Kilumba ont déposé ce mercredi auprès du président de la République Félix Tshisekedi leur démission du gouvernement de la République. C'est la conséquence directe de la rupture entre le parti Ensemble pour la République et l'Union sacrée de la Nation. En revanche, les ministres Nzangi Mutinga et le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ont tourné le dos à Moïse Katumbi et réaffirmé leur loyauté au président Félix Tshisekedi. C'est une conséquence directe du départ de Ensemble pour la République de l'Union sacrée. Ce mercredi, tout s'est passé en l'espace de quelques minutes à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et l'ensemble de son gouvernement étaient venus participer au Conseil des ministres en présentiel convoqué par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant le début du Conseil, le chef de l'État a reçu en aparté les 5 membres du gouvernement issus des Ensemble pour la République en présence du Premier ministre Sama Lukonde afin de connaître leur position après le volte-face de leur plateforme.
En leur qualité des cofondateurs des Ensemble, le ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, le ministre des Transports et Voies des Communications, Chérubin Okende, et le vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, ont fait part de leur solidarité avec leur regroupement politique, tout en tirant toutes les conséquences politiques. Au sortir de cette audience, empreinte de respect et de considération, les 3 ministres démissionnaires ont quitté librement la cité de l'Union africaine, fait savoir la présidence. Quant aux 3 autres membres, à savoir le VPM Lutundula, le ministre Modeste Mutinga et le ministre Steve Condé, ils ont réitéré leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Absent du pays, Muindo Nzangi avait déjà pris fait et cause en faveur du chef de l'État Félix Tshisekedi et de l'Union sacrée. En ouvrant la 81e session du Conseil des ministres en présentiel, le dernier de l'année 2022, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a officiellement annoncé le départ du gouvernement de ses 3 ministres. Dans le reste de l'actualité, les agents du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont organisé un sit-in ce mercredi, un sit-in dispersé à coups de gaz lacrymogène au ministère des Finances pour cause la réclamation du paiement de leur prime dite de l'encadrement de la gratuité de l'enseignement, une prime non payée depuis le mois d'octobre. Dans ce reportage de Philo Chiloba et Ruben Manata, ces agents accusent les services du ministère des Finances de bloquer le paiement de cette prime. Pneus brûlés, certains agents brutalisés par les éléments de la police et usage des gaz lacrymogènes par ce dernier, voilà ce qui résume les sit-in des agents du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique devant le ministère des Finances. Ceux-ci, venus des différents services de l'EPST, réclament le paiement de la prime dite l'encadrement de la gratuité de l'enseignement qui comptabilise 3 mois d'arriérés. Ils accusent au passage le service du ministère des Finances d'être à la manœuvre pour la rétention de cette prime. Et effectivement, il y a un peu de trouble. Si vous voyez des agents et cadres venir ici, dans ce ministère, vu que nous réclamons nos droits. Parce que nous devons avoir notre prime, mais jusque-là, le ministre qui est ici, le ministre du tutelle, n'arrive pas à signer ce que nous attendons. Jusque-là, c'est pour cela que vous avez vu que nous avons même brûlé le punet pour réclamer nos droits. Donc c'est ça. Nous réclamons le prime de la gratuité. On nous a payé le premier mois. Jusqu'à présent, pour le mois d'octobre, novembre et décembre, nous n'avons encore rien reçu. Si l'enseignement n'est pas considéré, il y aura beaucoup de délinquants. Il y a de quoi prendre en considération l'enseignement au même titre que notre ministère. Ces agents implorent donc l'implication personnelle du président de la République, initiateur de la gratuité de l'enseignement. Ouvrons maintenant le chapitre consacré à l'industrie minière de la RDC, une industrie justement qui a produit au cours des 11 derniers mois de l'année 2022 un volume total de 24 325 kg d'or, une production inférieure comparativement à celle réalisée à la même période en 2021, une production qui était à l'époque de plus de 29 000 kg d'or. La République démocratique du Congo a produit 24 325 kg d'or au cours des 11 premiers mois de l'année 2022 contre 29 135 kg d'or à la même période en 2021, soit une production en baisse de presque 5 000 kg d'or, renseignent les données de la Banque centrale du Congo. À noter qu'au cours de l'ensemble de l'année 2021, l'industrie minière basée en République démocratique du Congo avait produit 31 903 kg d'or. Selon le ministère des Mines, la quasi-totalité de la production de l'or de la RDC est toujours prédominée par l'exploitation industrielle, basée essentiellement dans la province du Haut-Uélé, tandis que celle de l'exploitation artisanale est disséminée dans presque toutes les provinces du pays. Et puis, je le disais dans le sommaire de ce journal, la production du diamant de la République démocratique du Congo est en hausse cette année 2022. Au total, ce sont 16,6 millions de carats de diamants qui ont été produits au cours des 11 derniers mois de l'année 2022, alors qu'à la même période en 2021, cette production était à 13 millions de carats de diamants.
vous verrez une production largement soutenue par le secteur artisanal. L'industrie du diamant en République démocratique du Congo a réalisé une production estimée à 16 685 millions de carats de diamants au cours des 11 premiers mois de l'année 2022, selon les chiffres livrés par la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques. Selon la BCC, de ces volumes de production, il y a 6 964 millions de carats de diamants industriels et 9 721 millions de carats de diamants issus du secteur artisanal. L'exploitation artisanale des diamants reste plus forte par rapport au niveau de la production industrielle en RDC. Pour rappel, au premier semestre 2022, l'exploitation artisanale du diamant était évaluée à 51,86% contre 48,05% pour la production industrielle. Alors que pour l'ensemble de l'année 2021, la République démocratique du Congo avait produit 13 222 millions de carats de diamants, il s'observe clairement que la production du diamant est en hausse cette année 2022. Au cours de cette même période, deux principales sociétés ont assuré la production industrielle du diamant en RDC. Il s'agit de la société Anui Congo d'investissement minier, SACIM en sigle, et la minière des Bakwanga, la MIBA, dans la province du Kasaï oriental. Les autorités de la République démocratique du Congo ont actuellement renforcé les dispositifs sécuritaires pour mettre fin à une situation chaotique dans la province de l'Ituri, dans une province où, selon un rapport de la société civile locale, plus de 20 morts ont été enregistrés et environ 5000 maisons incendiées depuis un mois dans les affrontements entre les milices Codeco et Zaïre. Les détails dans ce commentaire de Claude Congo. Plus de 20 personnes sont mortes et environ 5000 maisons incendiées durant près d'un mois d'affrontement entre les groupes armés Codeco et Zaïre dans la chefferie de Walungu-Wachi au territoire des Mahadji en Ituri. Selon un rapport de la société civile locale publié au cours d'une rencontre d'évaluation sur la situation sécuritaire dans la zone, les autorités militaires assurent que toutes les dispositions sont prises pour faire taire ces violences qui ont trop duré, lesquelles ont conduit au déplacement massif de la population locale pendant cette période de festivités. Signalons que c'est depuis mi-novembre que des affrontements meurtriers de plus en plus violemment opposent des combattants du groupe armé Codeco et ceux du groupe dit d'autodéfense Zaïre Mazembe, dans plusieurs entités de Mahadji à la limite avec les territoires de Djougou. En fin de semaine dernière, l'administrateur militaire du territoire, colonel Jacques Dissano, a condamné fermement ces attaques qui, selon lui, paralysent les processus de paix en cours. Un calme relatif règne depuis samedi dans ces entités où l'armée congolaise affirme avoir renforcé son dispositif avec déploiement d'un important nombre de militaires pour mettre fin à ces affrontements. L'actualité, c'est aussi cette information. La commercialisation des sables des rivières est un métier traditionnel ici dans la ville de Kinshasa, prisé en général par les jeunes hommes. Ceux de la rivière Makelele entre Bandalungwa et Kintambo, approchés par nos reporters Jonathan Bakele et Sele Chamala ce mercredi. Ils évoquent les défis et contraintes de leur métier, mais surtout la variation des coûts par tonne selon les saisons. Regardez. Certaines rivières à Kinshasa, autrefois non exploitées, sont devenues pratiquement de carrières propices à cette activité. Ici, nous sommes à la rivière Makelele, qui sépare la commune de Bandalungwa et celle de Kintambo. Des jeunes hommes très motivés et actifs, pelles entre leurs mains, certains vêtus en tenue professionnelle, sont dans l'extraction du sable de ces cours d'eau, mais aussi dans la fabrication de briques et la commercialisation de caillasses. Quelques-uns approchés affirment que cette activité leur permet de nourrir leur famille et évoque notamment certaines difficultés du quotidien. En tant que père de famille, je ne peux pas croiser mes bras. Je viens ici pour extraire les sables et les vendre. Pendant la saison sèche, nous souffrons parce qu'il n'y a pas assez de sable. Le prix du sable varie selon chaque vendeur. Actuellement, nous avons du mal à extraire du sable parce que les immondices envahissent les rivières et cela nous empêche à bien travailler. Nous demandons au gouvernement congolais de nous aider avec les matériels qui nous permettront de bien faire notre travail. Le gouvernement est biso na ba outillage pour to memeka ko bimisaka biloko po pomper et to longola
Cependant, il demande l'appui du gouvernement, étant donné que très peu de regard est porté sur ces secteurs par le pouvoir public, estime-t-il. Place à présent à la revue économique, lue et sélectionnée par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue de presse avec Econews qui titre à sa une « Sévère réquisitoire de l'ODEP contre Kadima, la CENI est mal gérée ». Selon le ministre des Finances, explique le confrère, à ce jour, le gouvernement a mis à la disposition de la CENI plus de 400 millions de dollars américains pour son fonctionnement et la prise en charge de certaines opérations électorales, dont l'enrôlement des électeurs lancé dans 10 provinces de l'Ouest depuis le 24 décembre 2022. À l'Observatoire de la dépense publique, une ONG spécialisée dans la gestion des finances publiques, on voudrait voir un peu plus clair dans la gestion des fonds mis à la disposition de la CENI. À en croire le journal, l'ODEP estime que seule une ligne budgétaire de 250 millions de dollars américains était prévue dans les budgets 2022 pour le compte de la CENI. Si le gouvernement dit avoir décaissé plus de 400 millions de dollars pour le compte de la centrale électorale, l'ODEP conclut qu'une bonne partie des crédits alloués à la CENI ont été faits en dehors du budget, rapporte le journal. Une faute de gestion qui remet en cause, note l'ODEP, la transparence dans le fonctionnement de la CENI. Au regard de tous ces dysfonctionnements, le prof Florimond Mouteba, président du conseil d'administration, tire une conclusion alarmiste. Le manque de transparence de la CENI hypothèque la poursuite du processus électoral. Pour cette raison et bien d'autres, l'ODEP estime que Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, doit s'expliquer sur l'utilisation des fonds reçus du gouvernement, soit plus de 400 millions de dollars pour la seule année 2022. L'ODEP a une bonne raison de s'inquiéter de l'opacité qui entoure la centrale électorale, renseigne Econews. Le prof Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'ODEP, cherche à comprendre la base sur laquelle a été décaissé le montant de plus de 400 millions de dollars mis à la disposition de la CENI par le gouvernement. Pour le journal, le prof Mouteba a exprimé ses inquiétudes en ces termes. Ces révélations sont du ministre des Finances. Or, suivant la loi des finances 2022, poursuit les tri hebdomadaires, c'est une ligne de crédit de 250 millions de dollars qui a été prévue par la CENI, alors quand le gouvernement dit avoir déjà mis à la disposition de la CENI plus de 400 millions de dollars, cela voudrait dire qu'une bonne partie de ces fonds a été exécutée en extra-budgétaire. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui titre également à la une « Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja enterre les derniers espoirs ». Pour les directeurs nationaux des Jeux, toutes les infrastructures devraient être prêtes d'ici fin avril 2023 si la pluie qui a coupé en deux la RN1 Matadi Kinshasa ne s'était pas invitée. Malgré cette situation, il a assuré répondu au rendez-vous d'avril, précisant que les travaux avancent bien, entre autres celui de la construction de la canalisation destinée à ramasser les eaux des pluies entre le stade de Martyrs et le boulevard Triomphal. Si à l'IGF, l'on soutient que le directeur Kwanja est loin de se soumettre aux avis et autres remarques des inspecteurs des finances, ce qui tend à confirmer la thèse soutenue dans la lettre ouverte, rien qu'au stade des Martyrs, la situation des chantiers inspire le désespoir à quelques semaines de la date fixée pour la livraison des ouvrages au Comité international des Jeux, soit avril 2023, contrairement aux assurances du patron de la direction nationale. Fin de cette revue de presse économique. Bonsoir. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. En voici le rappel des titres. C'est une conséquence directe de la rupture entre l'Union sacrée de la Nation et le parti politique Ensemble pour la République. Les ministres du Plan, des Transports et le vice-ministre de la Santé quittent le gouvernement Samalou Kondé. Les départs de Christian Mwandon Simba, Chérubin Okende et Véronique Kilumba ont été annoncés au reste des membres du gouvernement ce mercredi par le président de la République en personne.
Et puis, la République démocratique du Congo veut augmenter le budget et la capacité logistique de ses forces de défense. C'est parmi les objectifs contenus dans la politique de défense nationale dont le document a été présenté mardi soir par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Enfin, la production du diamant de la République démocratique du Congo est en hausse cette année 2022. Au total, ce sont plus de 16 millions de carats de diamants qui ont été produits au cours des 11 derniers mois de l'année en cours. Une production, vous l'avez vu, largement soutenue par le secteur artisanal. Fin complète de cette édition sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est dans un peu plus d'une demi-heure. À très vite. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.